Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la Commission confédérale Environnement et transformation de l'appareil productif. La question de l'eau est un des enjeux majeurs de ce siècle. Phénomène climatique extrême, montée des eaux, atteinte à la biodiversité, pénurie de la ressource, conflits d'usage, les impacts des activités humaines et du réchauffement climatique sur le cycle de l'eau sont importants et la dégradation de la situation s'accélère. Pollution de l'eau, PFAS, pesticides, utilisation de l'eau, prix de l'eau, gestion de l'eau et des réseaux, risques météorologiques, autant de sujets qui impactent directement les populations, les entreprises, les services publics et les salariés. La Commission confédérale étape a jugé important d'explorer comment la CGT peut intégrer cet enjeu majeur dans son action syndicale. Le Premier ministre vient d'annoncer le 2 mai, par un communiqué de presse, le lancement des conférences l'eau dans nos territoires. Nous sommes dans la bonne temporalité pour être en capacité de porter les revendications de la CGT au niveau national et local. Le programme de la journée et le titre ont été difficiles à organiser car le sujet est très vaste et comporte de nombreuses ramifications. Nous avons été ambitieuses et ambitieux car c'était nécessaire étant donné l'ampleur du sujet. La journée est structurée autour d'une présentation générale de 4 tables rondes et vise à offrir une large opportunité d'interaction avec le public. Divers intervenantes et intervenants, tels qu'hydrologues et hydrauliciens, experts économiques, représentants des pouvoirs publics et d'ONG, spécialistes des ressources en eau, ingénieurs et syndicalistes, aborderont les 4 thématiques mentionnées dans le programme distribué. Cette journée vise plusieurs objectifs. D'abord, elle doit permettre aux organisations et plus largement aux syndicats de s'acculturer sur le cycle de l'eau et sur l'ensemble des problématiques liées à cette ressource. Elle permettra d'outiller les structures de la CGT, confrontées à cette problématique ou pas, d'anticiper les réponses à apporter dans tous les territoires à partir d'expériences et de luttes vécues, mais aussi des projets déjà menés sur cette thématique. Nous avons étudié nombreuses documentations institutionnelles et syndicales en nous appuyant sur des exemples des luttes syndicales. L'actualité a mis en lumière la pollution des eaux par les PFAS, qui est un des grands scandales écologiques à notre avis. Les camarades de TEFAL interviendront sur ce sujet. Les camarades de ST Micro présenteront leur démarche syndicale dans leur entreprise pour économiser cette ressource. Ceux de Perrier se mobilisent pour leurs emplois face à la pollution. Nous pourrions bien sûr citer la lutte contre les bassines, contre le golfe dans les Pyrénées-Orientales, véritable laboratoire expérimental de la gestion de la sécheresse pendant 4 ans. Mais ce sont vos interventions qui vont enrichir le débat de cette journée d'études. L'un des objectifs de cette journée, il y en a plusieurs, mais l'un d'entre eux est surtout de favoriser la réflexion collective au sein de nos organisations, mais bien entendu dans les territoires. Il est important pour nous de renforcer, d'enrichir les repères revendiqués au niveau confédéral. Cela permettra une collaboration avec nos syndiqués, avec les salariés, pour définir ensemble des revendications et des mobilisations à porter et à défendre partout.
Enfin, des outils seront mis à disposition des organisations. Cette journée puisse être déployée dans les régions, partout où les travailleurs ont le besoin, y ont de l'intérêt, et s'ils n'ont pas l'intérêt, c'est à nous de le susciter. Ces assises, donc, comme vous venez de comprendre, elles ont pour objectif de développer des propositions concrètes, d'interpeller les acteurs de l'eau, local et au niveau national, et de répondre à notre mission, qui est celle de répondre aux salariés et de revendiquer une gestion de l'eau plus démocratique et publique. Enfin, il nous appartient à nous, toutes et tous, de faire en sorte que la question de l'eau, de ce siècle, soit portée partout dans nos organisations. Nous vous remercions d'être là et nous vous remercions pour vos contributions. Merci à vous deux, Rosa et Nicolas. On va donc commencer avec ce premier temps en forme de présentation des enjeux structurants de l'eau, notamment du cycle de l'eau, des pressions exercées sur la ressource, avec la chercheuse Agnès Ducharme que je vous demande d'accueillir. Agnès Ducharme, vous êtes hydrologue et climatologue, directrice de recherche au CNRS. C'est à vous si vous avez bien vos slides. Est-ce que ça a bien été vu? C'est bon? Oui, normalement j'ai des slides. C'est à vous, je vous laisse la parole. Merci infiniment de l'invitation, d'autant qu'en plus d'être directrice de recherche au CNRS, je suis syndiquée à la CGT Recherche, au SNTRS. Ok, donc j'ai la lourde charge d'introduire la journée et je vais vous parler des liens donc, entre les ressources en eau, le climat, le vivant un tout petit peu et surtout les activités humaines. Et ma présentation se présentera en 4 parties. D'abord, je vais faire un bilan de comment l'eau circule dans les bassins versants, comment ça définit les ressources en eau. Puis je vous présenterai les évolutions passées qu'on peut voir. Je parlerai principalement de quantité d'eau. La qualité sera plutôt abordée dans la table ronde de la fin de matinée. Je vous parlerai ensuite de comment le changement climatique change les quantités d'eau qui circulent. Et puis, brièvement, j'aborderai quelques grands types de solutions. Donc, vous avez ici dans ce schéma quelque chose qui ressemble un petit peu à un bassin versant. Un bassin versant, c'est l'ensemble des points dans un territoire, dans un paysage, où quand l'eau... alors, comme j'ai pas... Voilà, quand la précipitation tombe en un point, elle va se retrouver dans la rivière. Et donc, les précipitations atteignent le sol. Elles vont d'abord s'infiltrer au niveau du sol, remplir les sols. Et les sols, c'est un stock d'eau. C'est un stock d'eau qui alimente un flux d'eau important pour le cycle de l'eau. C'est l'évapotranspiration, donc le retour sous forme vapeur des précipitations vers l'atmosphère à travers notamment la végétation. Et cette ressource en eau verte, elle est exploitée sous forme de biomasse par toute l'agriculture. Donc il y a besoin de cette eau de pluie qui est passée par l'eau des sols pour fabriquer toute la biomasse, qu'elle soit exploitée par l'homme ou qu'elle reste naturelle. On en a besoin aussi. Alors là, l'animation va plus vite que la musique, pardon. Donc quand l'eau arrive à la surface du sol, il n'y a qu'une partie qui va s'infiltrer dans le sol, une autre partie peut ruisseler, ça va dépendre des conditions. Et avec ce ruissellement arrivent des risques, en fait, des risques de crues rapides et associés à de l'érosion des sols. Par ailleurs, l'eau qui s'est infiltrée dans les sols, quand les sols sont très humides, et c'est souvent le cas en hiver, peut s'infiltrer plus profondément et rejoindre des roches perméables dans le sous-sol, qu'on va appeler des roches aquifères, et qui constituent en fait les nappes phréatiques, qui sont une des autres ressources en eau, avec l'eau qui coule dans les rivières. Donc finalement, ce qu'on appelle ressources en eau pour les activités humaines en particulier, c'est la quantité d'eau liquide qui circule à la fois dans les rivières et dans les nappes phréatiques, parce que c'est de l'eau liquide et douce par ailleurs qu'on peut pomper pour l'exploiter pour nos usages.
Donc, ces ressources sont définies localement, mais évidemment, l'eau qui est disponible à un endroit dans un bassin versant, je vous l'illustrerai après, influence ce qui va être disponible ou pas à l'aval de ce point. Et puis évidemment, le cycle de l'eau qui passe par l'atmosphère renouvelle constamment ce cycle de l'eau. Donc par exemple, si on imagine un pompage en rivière, un pompage qui à l'instant T va être excessif et pourrait supprimer toute l'eau de la rivière, ce n'est pas irréversible, puisque le cycle de l'eau, quelques mois après, probablement, ramènera de l'eau dans la rivière. Mais localement, temporairement en tout cas, on peut, par des pompages excessifs, assécher une rivière. Et donc, c'est ce qui est représenté par ce schéma qui vous montre, par toutes les petites cases, des tas d'activités humaines qui sont susceptibles d'altérer quantitativement la disponibilité des ressources en eau en un point donné des paysages et des territoires. Donc, les changements d'occupation des sols sont un acteur majeur de ces changements, soit par la mise en culture, la déforestation qui vont changer l'évapotranspiration, également l'imperméabilisation au niveau des villes, des routes, de toutes les installations industrielles par exemple, qui vont freiner l'infiltration dans les sols. On peut aussi avoir des pompages dans les rivières, dans les nappes, pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'eau potable. Des transferts d'eau de bassins versants à d'autres, des barrages, des retenues le long des rivières, la rectification des cours d'eau qui va accélérer les transferts dans la rivière, favoriser certaines crues, intensifier éventuellement des sécheresses. Et puis au niveau des sols, le drainage agricole change la vitesse à laquelle l'eau circule, rejoint les rivières et l'agriculture intensive, par l'usage de pesticides, diminue la biomasse des sols, diminue la matière organique dans les sols, qui joue un grand rôle pour maintenir l'eau dans le sol et éviter des ruissellements excessifs. Donc, par ailleurs, se rajoutent tout un tas de problèmes liés à des rejets polluants qui vont transformer l'eau qu'on appelle bleue, propre, en eau grise. C'est connu au niveau de sites industriels, mais plus généralement, de nos jours, on constate que ça se produit absolument partout. Et enfin, le changement climatique change tout ça, ce que je vais vous détailler un petit peu plus profondément. Le résultat de toutes ces modifications, c'est premièrement une accélération des transferts d'eau dans les bassins versants, qui est très importante par rapport au risque de crue, en fait. Des ralentissements parfois excessifs, et puis dégradation quantitative et qualitative, et aussi un problème important en termes d'équité sociale, l'appropriation de l'eau bien commun par quelques intérêts particuliers. Donc on a aussi dans le cadre, si on doit penser l'eau, on doit tenir compte des problématiques d'échelle spatiale, parce que les bassins versants, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Moi, je vous ai montré dans les graphiques précédents des tout petits bassins versants. Ce n'est pas les plus impactés, en fait, par les activités humaines. Et donc, si vous voyez ici le cours de la Seine à travers la Marne jusqu'à la Seine et jusqu'au Havre, on peut définir à chacun des points bleus, par exemple, le bassin versant amont du point. Et donc, on a des systèmes de bassins versants emboîtés. Mais des tout petits bassins versants plus ou moins naturels, on en a à peu près partout dans le territoire. Et le point qui est vraiment important à garder en tête, c'est que à la fois les ressources d'un point de vue quantitatif, les diminutions, les variations de la ressource quantitativement et les variations de la qualité aussi vont s'accumuler de l'amont vers l'aval. Et donc si à Paris, par exemple, on prélève trop d'eau, on pollue trop l'eau, enfin on l'a trop, on n'a même pas besoin du trop. Si on prélève ou qu'on pollue à Paris, Rouen va en subir les conséquences et puis tous les éléments amont. Aval. Et par ailleurs, quand Paris, par exemple, cherche à lutter contre les inondations localement, ça implique souvent de négocier avec les usagers amont pour qu'ils fassent différemment ce qu'ils font. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler brièvement, de vous donner quelques exemples d'évolutions passées, d'effets de ces pressions anthropiques.
Et donc, d'un point de vue quantitatif, premièrement, c'est le travail de collègues d'INRAE. Ils ont utilisé les données de mesure de débit qui sont collectées par les services de l'État en sélectionnant seulement les points de mesure peu influencés par des activités humaines, d'un point de vue quantitatif. Donc, l'ensemble des points qui ont des chroniques suffisamment longues, au moins 30 ans, sont représentés sur ce graphique. On regarde les débits moyens annuels, c'est-à-dire la quantité d'eau qui circule et qui est disponible en moyenne dans le bassin versant amont. Et quand vous voyez quand les figurés sont des petits ronds, ça veut dire que les tendances long terme ne sont pas significatives par rapport à la variabilité d'une année sur l'autre. Donc les changements sont faibles, autrement dit, alors que quand vous voyez des triangles, on a des changements importants. Et donc ce que montre cette carte, c'est qu'au cours des 30 à 40 dernières années, il y a eu une baisse des débits annuels des rivières dans toute une partie sud-est de la France, et qui peut être attribué au changement climatique passé, qui, par rapport à ce qu'on attend dans le futur, reste faible. Par contre, il y a plein de points du territoire qui ne sont pas documentés. C'est les points où on a des activités humaines qui, quantitativement, influencent les débits, ce qui fait que le signal changement climatique est a priori pas intéressant à analyser. Donc, je vais vous montrer dans la slide suivante ce qui se passe. Je peux encore avoir la carte ? Dans le Marais Poitevin, donc la zone pionnière des mégabassines. Et donc là, on va regarder au lieu des débits, on va regarder des variations de niveau dans la nappe phréatique, dans un piézomètre d'une commune du Bourdet, qui est un piézomètre de référence pour la gestion locale et qui se situe à côté d'un système de plusieurs mégabassines qui ont été construits. Ce piézomètre, donc c'est l'instrument qui permet de mesurer le niveau des nappes, c'est celui qui fournit la plus longue série temporelle dans la région. Les mesures commencent en 1987. Alors le premier point que je vais vous demander de regarder, c'est l'année 2005, en plein milieu de la chronique. C'était la plus forte sécheresse de la période, hormis sans doute 2022. Et curieusement, c'est l'année où la baisse qu'on voit, la baisse qui correspond à l'été, est la plus faible. Et la raison, c'est que la plupart des baisses de niveau piézométrique que l'on voit dans cette chronique sont liées à des pompages pour l'irrigation, mais qu'en 2005, la sécheresse a commencé au printemps, et il y a eu des arrêtés préfectoraux pour protéger la ressource en eau qui ont empêché les pompages pour l'irrigation dès le printemps. Donc il y a eu très peu de pompages. Et donc finalement, cette année de forte sécheresse, c'est l'année où on a les débits les plus naturels, sans doute, de toute la période. Et en tout cas, on avait le plus haut niveau sur 35 ans. Les périodes qui précèdent sont des périodes qui sont marquées par des très fortes diminutions des niveaux de nappe en été, donc il y a des baisses de plusieurs mètres par rapport au niveau naturel, qui amène un assèchement dans les cours d'eau qui est documenté, un assèchement des zones humides, donc une diminution de la qualité des écosystèmes, une diminution de la quantité d'eau aussi pour les usagers locaux, pour les agriculteurs locaux non irrigants, pour le tourisme, etc. À partir de 2005, vous voyez qu'il y a eu une amélioration et que les niveaux minimaux sont toujours au-dessus de la courbe en pointillé, de la ligne en pointillé, qui donne la piézométrie de crise. Donc c'est une valeur du niveau des nappes qui est définie dans la loi, parce que des mesures restrictives réglementaires ont été introduites pour protéger la ressource en eau face à la sécheresse. Donc quand la loi agit, la loi est capable d'améliorer les quantités d'eau. Et le dernier point à regarder, c'est que les retenues de substitution, qui sont vendues localement comme la manière de protéger la ressource en eau, dans cette région autour de ce piézomètre, elles ont été mises en activité en fait qu'à partir de 2010. Et donc, ce n'est pas les retenues de substitution qui permettent d'améliorer le niveau des nappes en été, c'est les mesures réglementaires. Les retenues de substitution, leur unique rôle, c'est de permettre aux agriculteurs irrigants de disposer pour leur irrigation de plus d'eau qui n'est permis par les autorisations de pompage en été, en leur permettant de pomper aussi en hiver et de stocker cette eau dans ces retenues. On pourra y revenir après si vous voulez. Donc en France, la gestion de l'eau, il y a un gros volet agricole et pourtant, ou alors parce que,
l'irrigation et son développement augmentent massivement les sécheresses, comme j'ai pu vous le montrer dans le cas de cet endroit particulier, mais vous pouvez aussi le constater en comparant ces deux cartes, à gauche celle des surfaces irriguées en France et à droite celle des zones où il y a eu des arrêtés préfectoraux d'arrêtés de prélèvement. Donc, pour terminer sur les tendances passées, voici l'évolution des prélèvements en France. Donc, c'est les pompages, les volumes pompés dans les cours d'eau et dans les nappes phréatiques, donc l'eau douce liquide, pour différents postes et depuis 1994. Alors, les variations sont assez peu prononcées d'une année sur l'autre. L'essentiel des prélèvements à 50%, c'est pour refroidir les centrales électriques nucléaires. Et ensuite, on a deux prélèvements équivalents pour manœuvrer les canaux de navigation et pour l'eau potable, suivi ensuite par l'industrie autre que la production électrique, et enfin l'agriculture, qui est le seul des prélèvements qui montre une augmentation au cours de la dernière décennie. Et par ailleurs, ces chiffres, vous les avez dans la plaquette. C'est les mêmes aux variations annuelles près. Donc, on continue. Juste une dernière slide sur les altérations passées, d'un point de vue qualitatif cette fois. Je vous montre ici à gauche une carte qui vous montre les points dans les valeurs moyennes de concentration en nitrate, avec des valeurs donc rouge, moi j'ai pas les mêmes couleurs devant les yeux. Quand les valeurs sont supérieures à la norme de potabilité, 50 mg par litre, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'endroits où ça reste le cas, malgré une directive cadre sur l'eau européenne qui depuis 2000 est censée faire en sorte qu'on atteigne un bon état écologique des masses d'eau. Et bon, les améliorations se font encore attendre. Le graphique qui est sur votre droite vous montre l'évolution depuis les années 2000 du nombre de captages pour l'eau potable qui ont été abandonnés pour cause de pollution, avec différentes causes, les nitrates principalement, et puis au fur et à mesure du temps aussi pas mal d'abandons à cause de la pollution par les pesticides, on en reparlera dans la table ronde, et puis des choses doubles. Et vous voyez aussi avec la petite bouteille de Perrier où se trouve la source de Vergès, dont on entend beaucoup parler actuellement dans les actualités. Donc c'est une zone qui est fortement contaminée par les nitrates, qui est fortement contaminée tout court, et finalement il n'y a pas beaucoup de surprise au fait que cette source, même si elle est profonde, d'autant qu'elle est karstique, soit polluée. Principalement c'est des contaminations microbiologiques qui sont en cause, mais il est bien probable qu'il y ait d'autres choses à chercher. Je vais maintenant vous parler de changement climatique. En l'absence de François Hollande, il ne pleut plus, enfin il pleut moins en France. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer les résultats d'un projet de recherche auquel j'ai participé et qui a été financé par le ministère de la Transition écologique pendant plusieurs années. Et où on a cherché à construire des projections, c'est-à-dire des simulations de l'évolution future des ressources en eau. Donc on s'est intéressé au débit et au niveau des nappes phréatiques en France métropolitaine. Et on s'est basé sur de la modélisation du climat, comme c'est fait pour le GIEC. On a utilisé en fait les projections climatiques du GIEC qu'on a fait ingérer par des modèles hydrologiques, et moi c'est mon métier de développer des modèles hydrologiques et de faire ce type de connexion. Comme les modèles à la fois hydrologiques et climatiques ne sont pas parfaits, ce sont des outils qui sont contraints par nos connaissances qui ne sont pas complètes. La bonne manière de faire, c'est qu'on considère plusieurs modèles climatiques et plusieurs modèles hydrologiques, et ça a tendance à créer du bruit. Donc, il y a plusieurs futurs possibles avec ces modèles qui sont décrits.
Un point qui est important à souligner aussi, c'est que les résultats que je vais vous montrer ne concernent que l'impact du changement climatique. On ne considère pas de changements qui sont induits par des changements d'occupation des terres, par exemple de la déforestation, ou etc. Donc le seul mode de changement qu'on regarde là, c'est celui du changement climatique. Et donc, je vais vous montrer plusieurs types de résultats. Non, pas encore. Donc, je vais m'intéresser au débit en fonction de changements de climat qui sont résumés là sur les graphiques de droite. Vous voyez donc les 17 projections climatiques que l'on a représentées qui sont toutes matérialisées par un point sur les graphiques. Celui du haut, c'est la saison d'hiver, celui du bas, c'est la saison d'été. Et vous voyez en axe vertical les variations de température et en axe horizontal les variations de précipitation. Donc ce que nous disent ces graphiques, c'est qu'en hiver, le changement climatique en moyenne en France amène une augmentation des précipitations avec un réchauffement, alors qu'en été, le changement climatique nous promet une diminution des précipitations avec un réchauffement plus fort en été qu'en hiver. Et donc, il y a des différences entre les 17 et parfois, je vais vous les résumer dans les graphiques qui vont suivre par les 4 points qui sont en couleur et qui représentent en fait, en gros, les valeurs extrêmes de cette dispersion qui est possible. Tous les points qui sont là sont possibles. Maintenant, on passe à la suite et voici les projections qu'on a faites du débit annuel dans le cas d'un futur. Donc là, il s'agit de la fin du XXIe siècle comparé à la fin du XXe siècle, dans le cas d'un changement climatique qui est contraint par des émissions en gaz à effet de serre futures fortes. Donc le scénario le plus pessimiste du GIEC. On a ici représenté en couleur la médiane des 17 projections climatiques. Et quand on regarde ça, on a l'impression que c'est assez facile à comprendre. Au nord, les débits moyens vont baisser et au sud, non, au nord, ils vont augmenter et au sud, ils vont diminuer. Alors moi, j'ai les couleurs inversées par rapport à vous, c'est pas facile. Mais si on regarde la suite, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez ici les 4, ce que j'appelle narratifs, les 4 projections contrastées, qui vous montrent que ce qui est raconté par la médiane, on le retrouve dans 4 des narratifs, mais on en trouve 2 autres qui racontent une histoire totalement différente, à savoir que les débits annuels pourraient tout à fait bien baisser dans le nord de la France également. Et c'est possible. Donc dans le nord de la France, on ne sait pas dire ce qui va se passer. On ne sait pas alors que dans le sud de la France, on a une bonne confiance que les débits annuels vont baisser. Et si les débits annuels baissent dans le sud de la France, ça veut dire qu'il y aura moins d'eau pour tout ce qu'on veut faire avec et moins d'eau pour les écosystèmes dont il faut prendre soin également. Donc les zones en verte, là, sont les zones où on a des résultats robustes. Maintenant, je vais passer à ce qui se passe en hiver. Donc en hiver, est-ce que je peux avoir la suite aussi ? Donc les résultats les plus robustes concernent les massifs montagneux, donc avec une augmentation des débits. Je vérifie. Hein. Ouais. Oui, vous n'avez pas des très bonnes couleurs non plus. Une augmentation des débits donc dans les Alpes. La raison, c'est que la pluie, les précipitations qui dans le passé tombaient sous forme solide de neige, avec le climat plus chaud, tombent sous forme de pluie et donc s'écoulent beaucoup plus rapidement. Elle n'est pas stockée sous forme de neige. Elle ne permet plus de faire toute l'activité économique, station de ski d'une part, mais aussi c'est de l'eau qui s'écoule plus vite dans les rivières. Et donc les débits augmentent avec les risques de crues associés. Voilà. Et par ailleurs, dans le sud, donc Piémont, Pyrénéen et puis Provence, on a une baisse des débits parce que les pluies, les précipitations totales baissent dans le futur selon les modèles de climat. Mais les changements les plus inquiétants, c'est ceux qui vont se produire en été. Et donc vous voyez une diminution des débits partout, en médiane et dans tous les cas qu'on a considérés, à l'exception dans un cas qui reste possible aussi, d'un petit peu de baisse des débits dans le nord de la France. Donc ça signifie des étiages plus sévères, les débits les plus bas seront plus bas, des problèmes de concentration accrue des polluants dans les cours d'eau,
Et puis par ailleurs, cette baisse des débits se poursuit en automne. C'est ce que vous voyez dans le schéma qui va suivre. Ce qui fait que les moments où il n'y a pas beaucoup d'eau dans les cours d'eau, non seulement il y aura moins d'eau dans les cours d'eau, mais cette période va durer plus longtemps. Et donc, c'est moins d'eau, une vulnérabilité plus accrue pour tous les usages de l'eau. Donc, si maintenant on résume, il y aura une baisse des débits d'été et d'automne sur une grande partie du territoire, avec une évolution plus incertaine dans le nord-est. Ensuite, on aura, en termes de débit annuel, une baisse sur toute la moitié sud. Ensuite, quand on dit incertain, ça signifie que considérez la médiane, si vous allez regarder ces résultats, ils sont disponibles au grand public. J'ai mis les liens dans l'introduction de cette partie. Ça signifie que choisir la médiane plutôt qu'un des 4 narratifs n'a aucune base logique. Tous les possibles sont possibles quand on est en situation incertaine. Et donc, il y a aussi dans les massifs montagneux une augmentation des débits d'hiver qui se traduit aussi par une baisse des débits d'été parce que l'apport par la fonte de la neige et des glaciers diminue. Et ça a des conséquences, par exemple, sur la production hydroélectrique ou l'alimentation en eau potable de toute la Provence. Par ailleurs, là, on n'a parlé que de choses moyennes, mais les événements extrêmes s'intensifient aussi avec le réchauffement climatique. Et donc, on trouve pour la France une augmentation à la fois des sécheresses et des crues qui deviennent plus intenses partout sur les territoires et donc, en particulier, ça peut frapper le même endroit à peu de temps d'intervalle. Et donc, par exemple, si je prends le Nord-Pas-de-Calais, l'hiver dernier, il subissait des énormes inondations et à l'heure actuelle, tout le nord de la France, les agriculteurs se plaignent d'avoir des sols trop secs. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec ce que la modélisation du changement climatique et de ses impacts hydrologiques nous apporte et que j'ai essayé de vous indiquer. Mais dans le futur, ces changements seront plus forts que ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent parce que les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère continuent d'augmenter et c'est ça le facteur qui pilote tout ça. Il y a d'autres impacts hydrologiques dont je n'ai pas parlé, des impacts littoraux, le niveau de la mer augmente, les tempêtes augmentent aussi en fréquence et donc ça a des impacts sur la submersion des littoraux. Et face à ça, les solutions techniques, les solutions grises à base de béton seront probablement largement défaillantes, quoi qu'il arrive, parce que le changement climatique, il va aller en s'intensifiant de plus en plus. Ou alors, ça sera extrêmement coûteux, et donc il y a des questions de rentabilité, finalement, qui doivent être pensées. Il y a aussi des impacts sur la dégradation de la qualité de l'eau, parce qu'avec moins d'eau dans les cours d'eau, une eau plus chaude, toutes les réactions chimiques, etc., sont amenées à nous amènent, dans la grande majorité des cas, à de la qualité plus basse. Stress hydrique sur les écosystèmes terrestres, parce que des forêts qui sont moins bien alimentées en eau en été, elles vont moins bien pousser. Et ça, il y a une rétroaction très embêtante par rapport au changement climatique, parce que les forêts, elles captent du carbone, elles limitent l'augmentation des gaz à effet de serre atmosphériques et ce puits de carbone sur lequel on comptait est en train de s'effondrer. Et puis, il y a des augmentations des risques avec des conséquences dans le secteur des assurances et dans tous les secteurs, en fait, parce que les assureurs sont en train de se dire qu'ils ne vont plus réussir à couvrir les risques, risque incendie, etc. Impact économique associé et impact humain sur le niveau de vie, sur la santé, sur les migrations aussi et les conflits. Tout ça en considérant qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Alors, on cherche évidemment du coup des solutions parce qu'on ne voudrait pas que l'avenir soit si noir. Et donc, il y a deux types principalement de solutions qui sont sur la table à l'heure actuelle. Des solutions d'abord techniques. Donc on parle parfois de technosolutionnisme, ça c'est ce que disent les gens qui sont plutôt contre ces solutions techniques. Et
par rapport au changement climatique, par rapport à l'anthropocène, moi j'ai tendance à quand même penser que ces technosolutions, elles ont des côtés négatifs parce que l'objectif c'est de continuer le développement tel qu'il était au XXe siècle et tel qu'il amène les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc ça poursuit à la fois la crise écologique et la crise sociale et c'est basé sur des développements d'infrastructures construites, sur des développements technologiques type OGM en agriculture, développement de l'efficacité d'irrigation, dessalement, solutions de dépollution, recherche artificielle dans le domaine de l'eau. Et ça va aussi souvent avec des dynamiques de réduction des normes écologiques qui sont tout à fait nuisibles. Et tout ça, c'est les solutions qui bénéficient de l'essentiel des financements publics, principalement orientés en France vers le monde agricole. Premièrement, ce n'est pas sûr que ça suffise, parce qu'une solution technique, un barrage, une retenue, ça a des limites forcément. Et avec le changement climatique et le développement qui est toujours plus fort, eh bien, on est toujours dépassé. Et puis, disons que l'argent qui est investi probablement à mauvais escient, et c'est ce qui caractérise pour les climatologues ce qu'on appelle la maladaptation. Et vous voyez donc là une belle photo de Sainte-Soline, petit rappel à ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, il y a aussi les éco-solutions. Leur objectif, c'est de préserver la biodiversité et l'environnement sans lesquels on ne peut pas vivre, nous les êtres humains. Ça implique des changements de mode de vie et de systèmes économiques qui peuvent paraître difficiles, qui le sont en fait, mais qui, à mon avis, sont nécessaires. Et ça implique d'abord de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle. Ça implique aussi de réduire toutes les consommations superflues. Et dans le cadre de l'eau, c'est moins utiliser d'eau dans notre douche, par exemple. C'est un vrai rôle, en fait. On a tous notre rôle là. Changer notre régime alimentaire. Et puis, par ailleurs, quand on consomme moins d'électricité, on consomme moins d'eau, etc. Il y a des tas d'effets en cascade. Modifier aussi l'usage des terres et des pratiques d'occupation des territoires pour favoriser la rétention d'eau. Il y a plein de moyens. Et puis, renforcer les normes. Et donc ça, c'est utile contre les crues, contre les sécheresses. Encore une fois, c'est pas sûr que ça suffise parce que devant nous, il y a une montagne et c'est pas forcément populaire. Donc, dernière chose que je voulais souligner, s'il vous plaît, c'est que dans tous les cas, le dialogue et la concertation doivent être renforcés. Les organisations syndicales sont partie prenante là-dedans, avec les élus, avec les acteurs des politiques publiques. Donc, un point important, c'est de ne pas renoncer aux normes. La loi sur l'eau en France, avec différentes étapes, a reconnu l'eau comme patrimoine commun de la nation, avec en 2006 une législation et des réglementations qui visent à mieux lutter contre les pollutions, protéger la biodiversité en tenant compte du changement climatique et aussi d'un point de vue quantitatif. Mais je terminerai en soulignant tous les mouvements rétrograde qu'on constate cette année 2025. La proposition de loi Duplon, dont le titre c'est « Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur » et qui est fortement axée sur remettre en cause toutes les normes, les réglementations de protection environnementale. Et puis le scandale Nestlé Waters, qui n'est qu'un symbole en fait de tout ce contre quoi on doit lutter, à mon avis. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Agnès Ducharne pour cette présentation. Vous restez avec nous puisqu'on vous retrouvera tout à l'heure dans la table ronde. Je voudrais passer la parole à Michèle Chaix. Je vous demande de l'accueillir. Michèle Chaix, ancienne présidente du groupe CGT au CESE, qui va nous présenter un avis sur les Outre-mer. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le point de départ de cette saisine qui date maintenant de 2022, mais qui est toujours d'actualité, vous allez le voir, était de répondre au mécontentement des citoyens de nos Outre-mer, ceux qui n'ont pas accès à l'eau, à une eau de qualité.
subissent des interruptions de services quotidiens, ce que l'on appelle les tours d'eau, et qui durent depuis de nombreuses années. Depuis, les sécheresses et les cyclones ont mis en évidence les tensions sur la ressource en eau. En Outre-mer, les effets des changements climatiques entraînent des périodes de sécheresse prolongées, mais aussi davantage de cyclones de plus en plus, comme l'a montré la tempête Fiona ou Chido. En 2022, 3 jours après le passage de Fiona, 60 000 foyers étaient toujours privés d'eau, et parmi ceux-ci, le centre hospitalier de Basse-Terre en Guadeloupe. À Mayotte, depuis Chido, en décembre 2024, l'accès à l'eau est encore plus problématique, qui ont été faites par les ministres successifs des Outre-mer sont toujours à concrétiser. Les problèmes rencontrés en Outre-mer sont très différents d'un territoire à l'autre et de ceux de l'Hexagone. En plus, par exemple, la Guadeloupe, il n'y a pas de stress hydrique, ça ne manque pas d'eau, mais par contre, on a beaucoup de venir jusqu'à l'ensemble de la population. À Mayotte, un tiers de la population n'avait pas accès à l'eau courante dans son logement et les 2 tiers sont dépourvus du confort sanitaire de base, toilettes et douches. En Guyane, ce sont 15 à 20% de la population qui n'ont pas accès à l'eau, alors que le territoire dispose de la 3e réserve d'eau du monde. Guadeloupe et Martinique, les habitants subissent toujours des coupures d'eau quotidiennes depuis des années, sans compter la pollution des sources au chlordécone qui va rester présente dans les sols durant de nombreuses années. À La Réunion, un habitant sur 2 ne peut pas boire l'eau du robinet une partie de l'année car elle est impropre à la consommation. Ces carences d'accès a été particulièrement préjudiciable pendant la crise sanitaire. Cet avis s'inscrivait dans une perspective nécessitant de s'adapter dans la durée avec comme un axe principal le droit à l'eau pour tous. Ce droit a d'ailleurs été reconnu par les Nations Unies en 2010 et la France a participé à son élaboration, toujours pas inscrite dans la loi. Un deuxième axe, investir pour préserver ce bien commun qu'est la ressource en eau. Une directive européenne eau de décembre 2020 oblige l'État à mettre à disposition de l'eau pour les populations vulnérables et respecter les normes en matière d'assainissement. L'avis proposait d'aller plus loin, inscrire dans la loi un droit à l'eau qui soit opposable, c'est-à-dire un droit qui permette à chacun d'accéder à un service public essentiel. Il s'agit pour nous et pour le CESE, qui a voté largement cet avis, d'un droit fondamental. Un droit à disposer d'eau potable pour satisfaire ses besoins vitaux. Nous avons considéré que cet outil juridique, en outre un territoire où un tiers de la population n'a pas l'eau courante, ce droit opposable pourrait d'ailleurs aussi servir dans d'autres situations au niveau national. On nous a reçus, évidemment, au ministère des Outre-mer. Ce n'était pas encore ce cher Emmanuel Valls qui était ministre, mais c'était tout pareil. C'est-à-dire qu'on voulait gentiment, mais ça, surtout pas. Voilà. Et 3 territoires concentrent des difficultés les plus importantes. C'est d'abord le cas de la Guadeloupe, alors qu'il existe, je le disais, une ressource suffisante. Le manque d'entretien des réseaux, les problèmes de gouvernance et de gestion ont conduit à une situation extrêmement dégradée. Force est de constater que la situation depuis. La population est excédée et cela pénalise gravement le développement économique de l'île. Mais c'est aussi le cas à Mayotte, où la forte densité de la population faisait déjà craindre une pénurie en cas de sécheresse prolongée. Les infrastructures restent encore largement à construire, que ce soit de distribution ou la 3e retenue collinaire qui ne verra le jour qu'en 2030, ou encore une nouvelle usine de dessalement d'eau de mer. Et depuis Chido, la situation s'est encore nettement dégradée.
les quartiers d'habitat informel n'étaient pas reliés au réseau et ils se reconstruisent malgré les interdictions, ce qui entraîne de violence et ainsi la consommation d'eau de rivières non traitées avec des risques sanitaires très importants. À l'époque, on avait évoqué les risques de choléra et ça s'est depuis largement propagé. L'avis préconisait de mettre en place des rampes d'eau accessibles et gratuites, ce qui a été fait tant suite au cyclone, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, il y a un collectif d'usagers qui demande de sanctuariser un accès à l'eau potable pour tous, et ils estiment que ces mesures mises en œuvre sont insuffisantes. Les organisations syndicales sont d'ailleurs partie prenante de ce collectif. Pour ce qui est de la Guyane, les difficultés se concentrent dans les quartiers d'habitat informel, mais aussi dans les communes de l'intérieur où les réseaux sont quasiment inexistants. Les populations amérindiennes en particulier consomment de l'eau des rivières polluée au mercure par leur paillage illégal. Certains sujets sont transversaux à l'ensemble des territoires. Tout d'abord, le prix de l'eau. Dans des départements où les niveaux de pauvreté sont très élevés, l'accessibilité financière est essentielle. L'eau peut représenter jusqu'à 1/3 du budget d'un ménage à Mayotte. Le prix du pack d'eau peut varier entre 7 et 10 euros. Le prix moyen du mètre cube va du simple au triple. Nous demandions une juste harmonisation des tarifs au sein d'une même intercommunalité, ce qui permettrait déjà des répartitions des charges entre les usagers. En Guadeloupe, le prix est quasiment le double de la moyenne nationale. La facture d'eau peut atteindre 6 euros du mètre cube, où l'eau est la plus chère de France, et 10 euros lorsque l'on recourt au dessalement à Mayotte ou à Saint-Martin, des îles où la population est pourtant particulièrement pauvre. Le dessalement des eaux est une technique de production qui consomme beaucoup d'énergie et qui a un impact environnemental conséquent. Et c'est pour ça que nous demandions la mise en place d'une tarification sociale qui pourrait être mise en place par les communes. C'est la base de la loi Brottes qui existe, et cette disposition était très peu utilisée en Outre-mer. Nous proposions donc de stigmatiser ce tarif social de l'eau sous condition de ressources sur la base d'un forfait de 400 litres d'eau par jour, permettant l'accès de tous à une eau potable de qualité. Nous proposions aussi d'exonérer l'eau de la taxe d'octroi de mer qui pénalise les usagers les plus modestes et la distribution de chèques eau par les services sociaux. Cette taxe octroi de mer qui est faite sur les produits importés est appliquée sur la ressource en eau qui est produite elle-même sur place. Enfin, pour prévenir les situations d'impayés, il faudrait favoriser la mensualisation et faire un moratoire des saisies sur les comptes bancaires. Nous demandions d'abord le changement des compteurs des factures, ouvrir uniquement des factures sur la base des consommations réellement consommées et avec une annulation des dettes qui étaient litigieuses. La gouvernance des opérateurs doit aussi gagner en transparence et en efficacité. Force est de reconnaître que ceux-ci ont été à l'origine de difficultés majeures. Une commission d'enquête parlementaire en 2000 relative à la mainmise de la ressource en eau sur les intérêts privés et ses conséquences, qui a été rapportée par Olivier Servat, avait pointé des insuffisances importantes. En Guadeloupe, c'est toujours le cas aujourd'hui. On change les directeurs et on a des problématiques de gouvernance sur la gestion de l'eau. Nous demandions aussi aux intercommunalités compte de leur gestion au moins 2 fois par an au cours de réunions publiques ouvertes à tous et d'intégrer à titre consultatif des représentants de la société civile ainsi que des usagers tirés au sort. Ces contrôles devraient porter à la fois sur l'égalité des actes, sur la bonne gestion, mais aussi sur l'atteinte des objectifs. Une partie des réalisations financées par les fonds publics et l'État et de l'Union européenne
avec l'exemple du plan Eau-DOM de l'État. Mais aussi, il est important d'investir dans les réseaux d'eau et d'assainissement. Le principe de l'eau paye l'eau ne suffit pas à financer ces investissements qui sont à réaliser en Outre-mer. Les financements de l'État et de l'Union européenne sont nécessaires pour rattraper ces déplorables, mais il faut déjà utiliser ces crédits disponibles, justement, je le disais, dans le cadre du plan Eau-DOM. Ils ne sont pas tous constatés pour diverses problématiques, notamment les problèmes d'ingénierie pour monter les dossiers, etc. En mars 2025, la Cour des comptes avait d'ailleurs épinglé l'État sur l'effondrement de la qualité des services 2010 qui ont entraîné de nombreuses coupures d'eau. Nous proposions également la mise en place d'un plan de rattrapage par collectivité d'outre-mer, et c'est encore plus nécessaire aujourd'hui. Le développement de l'assainissement est aussi une priorité. Ce problème a été largement sous-estimé par les pouvoirs publics, alors qu'il a des conséquences en termes de qualité d'eau, de la santé, mais aussi économique, le tourisme notamment. Des filières complètes doivent être mises en place afin de réduire significativement les rejets dans l'environnement. Nous demandons la mise en place d'agences de l'eau de plein exercice en Outre-mer et de renforcer les contrôles resserrés de la police de l'eau. Nous demandions également la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections du chlordécone, et en particulier chez les femmes, puisque seul le cancer de la prostate a été reconnu, et que l'État prenne en charge tous les frais de traitement des eaux rendus nécessaires par la présence de chlordécone. Comme la préservation de la ressource en eau doit impliquer tous les usagers, nous préconisions aussi des campagnes de sensibilisation en s'adaptant aux spécificités ultramarines, prendre conscience que l'eau est une ressource rare et précieuse et qu'il faut préserver davantage ce bien commun qui doit être partagé et protégé par tous. Voilà, ça c'était 23, je n'ai pas détaillé, mais il y avait 23 préconisations dans cet avis que vous pouvez retrouver. Aujourd'hui, force est de constater que les ministres de rattrapage sont mis en avant, qu'à chaque fois qu'il y a une crise, l'État va dans le département d'Outre-mer où il y a une problématique, que ce soit des grèves générales ou des problématiques de sécheresse, enfin, etc., ou de cyclones. Et puis après ces populations, ça retombe dans l'oubli et ça pas beaucoup. Alors, on a eu quand même quelques avancées dans notre avis. On en était très satisfaits, mais il faut qu'on continue à marteler que ces populations sont, comme en Hexagone, doivent être traitées de façon avec une égalité réelle dans tous les domaines, je dirais, et pas que. Notre préconisation phare, c'était pourquoi ne pas mettre un droit opposable à l'eau, comme il existe un droit opposable au logement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Michel Chay. Ces deux avis du CESE, vous pouvez les retrouver dans ce qui vous a été distribué. Et puis à l'accueil, je laisse la parole à Jean-Yves Lautrideau du groupe CFDT, toujours au CESE. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Oui, je suis désolé, je ne suis pas adhérent à la CGT, mais à la CFDT, mais je suis quand même ravi d'être parmi vous, et je remercie Fabienne pour l'invitation. On m'a dit 10 minutes, donc j'ai mis mon chronomètre, je vais essayer de m'y tenir. Rappeler dans quel cadre cet avis s'est déroulé. On évoquait le plan eau tout à l'heure, et le plan eau, c'est la conséquence également de la grande sécheresse qu'on a connue en 2022, où il y avait quand même un millier de communes, je crois, qui a dû être ravitaillées par camion-citerne parce qu'il n'y avait plus d'eau distribuée, c'était à sec. Et même des régions dont on aurait un peu pas se retrouver à sec, comme la Bretagne. Moi, peut-être pour ça que j'ai fait cet avis-là, je suis breton. On a auditionné la commune de Fouesnant.
à un jour près, ils n'avaient plus d'eau à distribuer parce que la Bretagne est une terre granitique et c'est essentiellement de l'eau de surface qui est pompée. Donc ça indique bien dans quel cadre ça a été fait. Et dans ce cadre-là, le gouvernement nous interrogeait. L'article 43 indiquait que le CESE devait être consulté pour produire un avis sur une condition d'une généralisation de la tarification progressive. Donc on orientait le débat et finalement en disant que on a un système qui pourra convenir à tout le monde. Et pour tout dire, mon organisation, comme beaucoup de gens, on trouvait ça plutôt bien, la tarification progressive. Donc on n'avait pas un avis tranché sur la question, en tout cas pas un avis négatif. Et on a donc commencé un certain nombre d'auditions. En fait, on nous demandait de dégager des recommandations visant à accompagner les collectivités vers une généralisation de la tarification progressive. Pour dire également qu'on a fait cet avis un peu dans l'urgence, parce qu'on a eu à peu près un mois pour faire des auditions et écrire la première version de l'avis. Michel a évoqué, a bien présenté son avis. Dire également que le CESE a produit un autre avis dans cette mandature sur l'eau, qui est favoriser une gestion durable en quantité de l'eau, un avis que je vous invite aussi à lire. Et il y aura un quatrième avis dans cette mandature en commission aux affaires européennes internationales sur la gouvernance mondiale de l'eau, dans le cadre d'une conférence qui se déroulera à l'ONU dans le cadre de l'ONU fin 2026. Donc, on s'est rendu compte dans un premier temps, et je pense que si je vous interroge, vous serez un peu comme moi, on a une méconnaissance de combien coûte l'eau réellement. Et si je vous demandais combien coûte l'eau en moyenne, 0,004 euros, 0,04 ou 0,40 ou 40 centimes le litre d'eau. Et Michel a dit que parfois ça coûte un tiers, mais en moyenne, en France, l'eau coûte 0,0043 euros par litre. L'eau potable, je parle. Rappelons quand même qu'une bouteille d'eau minérale, le prix, c'est environ 1 euro le litre. Donc on voit bien qu'il y a des disparités également en fonction des territoires et que par exemple en Bretagne, elle va coûter plus cher que dans le sud-est. Et je ne parle pas de Mayotte où parfois c'est un tiers du budget des ménages. Donc ça, c'est la situation actuelle, mais je vous dirai après, ça ne va pas forcément durer. Et globalement, la facture d'eau représente beaucoup moins, par exemple, que la facture d'énergie, que la facture en moyenne, toujours. J'ai vu dans la plaquette également rappeler que sur l'eau qui est distribuée, il y a 20% de l'eau qui repart parce que les tuyaux sont défectueux. Et c'est un véritable enjeu, notamment pour les petites collectivités qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'entretenir les réseaux. Rappelant que les dernières maisons, c'était un plan après-guerre où on a connecté les dernières maisons au début des années 80. Donc, c'est quoi la tarification de l'eau potable? Parce qu'on a évoqué le grand cycle de l'eau, donc là on parle du petit cycle de l'eau. Et la tarification de l'eau potable, c'est dans une facture d'eau, il y a plusieurs parties. Il y a votre consommation, il y a l'abonnement que vous payez, il y a des taxes, il y a le financement des agences de l'eau. Rappelons d'ailleurs c'est nous tous qui supportons à 80% le financement des agences de l'eau. Ce n'est pas forcément nous qui polluons le plus, en revanche. Il y a également toute la partie assainissement. Et le coût de l'assainissement dépend de votre propre consommation d'eau, en règle générale, qui a aussi un abonnement. Ce qui fait que généralement, sur une facture d'eau, c'est très difficile de comprendre et d'estimer sa facture d'eau. Et encore plus quand, comme moi, et peut-être un certain nombre de gens ici, enfin beaucoup de gens en France en tout cas, on se retrouve en habitat collectif avec un compteur général et on paye l'eau au tantième, en fonction, dans les charges, sans savoir exactement ce que ça représente dans les charges. Donc, pour revenir à la tarification progressive, qui était l'entrée, on s'est rendu compte, en auditionnant beaucoup de gens, que finalement, les gens ne comprenaient pas bien le prix de l'eau. Pour beaucoup, ça ne pesait pas beaucoup dans le budget, et encore, je dis, c'est une moyenne.
qu'il y avait un très faible équipement de compteurs individuels, et notamment dans l'habitat collectif où on ne sait pas combien on consomme, que ce tarif, et là c'est plus gênant, pouvait être socialement injuste parce qu'il partait du présupposé que les gens qui n'ont pas de revenus consomment moins que les gens qui sont riches. C'est-à-dire, les gens nous disaient, enfin, le présupposé, c'est dire les gens riches ont une piscine et les gens pauvres, c'est un peu ça quand même, et consomment beaucoup d'eau, sauf que les gens pauvres n'ont pas toujours non plus un appareil électroménager qui consomme moins que d'autres, ne peuvent pas partir forcément en vacances, donc c'est parfois une famille nombreuse qui doit s'entasser dans un logement parce que les logements coûtent cher, et donc c'est faux. Les analyses, les études qu'on a étudiées ont montré que c'était faux. Et puis que c'est difficile à mettre en œuvre pour l'ensemble des usagers. À titre d'exemple, Montpellier a mis en place la tarification progressive de l'eau, mais le réserve uniquement à l'habitat individuel. Donc les gens en habitat collectif n'ont pas cette tarification. Et puis globalement, pour les particuliers, on connaît une consommation moyenne, mais on ne connaît pas une consommation moyenne pour une entreprise, pour une PME, pour un artisan. Donc c'est hyper compliqué. Donc on a dit globalement, je vais aller assez vite là-dessus, qu'une généralisation de la tarification progressive n'est pas forcément une bonne idée. Et globalement, vouloir avoir un système qui correspond à tout le monde, qui correspondrait au village de 300 habitants et à une ville comme Paris qui fait 2 millions d'habitants, c'est pas possible, quoi. Et donc, si ça peut correspondre, si ça peut être pertinent dans certaines collectivités, en aucune façon on peut généraliser ce système, et c'est souvent une facilité que prennent nos politiques de dire bon, on a un système unique, tout le monde chose du 42, ceux qui chaussent du 37 mettront un peu de papier journal dans les chaussures et les autres couperont le bout de la chaussure quand ils dépassent le 42, enfin, pour prendre une image. Donc, en revanche, une fois qu'on a analysé ça, qu'on a répondu au gouvernement que ce n'était pas forcément l'idée du siècle, on a bien vu dans nos auditions qu'il y avait d'autres enjeux qui dépassaient largement, d'où le titre de l'avis, qui dépassaient largement la tarification progressive. Je vais vous épargner l'ensemble des préconisations, puisque j'arrive bientôt au bout de mes 10 minutes. Je vais m'attacher à 2-3 préconisations. En tout premier lieu, on s'est rendu compte que certains clients bénéficiaient d'une tarification dégressive. Ça veut dire que les gros consommateurs, on leur donnait un tarif favorable. Oui, tout à fait. Donc, on s'est dit, ce modèle-là ne peut pas durer. Et donc, en donnant un horizon de 2030, parce qu'il y a également des hôpitaux, il y a des écoles, des universités qui bénéficient de ce tarif-là, il fallait appréhender la question pour arrêter cette tarification dégressive. Contrôler mieux les forages. C'était évoqué tout début. À Sainte-Soline, on nous a indiqué qu'il y avait eu des centaines d'autorisations de forage. Voilà. Et au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'eau dans la nappe phréatique, on construit des méga-bassines. Et surtout, je voudrais attirer votre attention sur un point. C'est il va falloir anticiper l'inéluctable augmentation des tarifs de l'eau potable. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est contre-intuitif, mais plus les gens, de par le modèle économique qui a été évoqué, qui est de dire que l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que ce sont les factures qui doivent payer les charges de l'eau, plus les gens vont économiser de l'eau, plus les entreprises vont économiser de l'eau, plus le prix du mètre cube d'eau coûtera cher, parce que parallèlement, on l'a évoqué, pour potabiliser l'eau, il faudra de plus en plus de moyens pour éliminer les métabolites de pesticides, pour éliminer les PFAS, pour également reconstruire les réseaux. En ce moment, il y a un vrai problème. Il y a 600 000 personnes en France qui sont touchées par un gaz qui s'appelle le CVM. Ce sont les tuyaux. Alors le CVM, c'est chlorure vinylique. Bon, j'ai oublié. Donc c'est un gaz, c'est les tuyaux qui ont été installés dans les années 70, les tuyaux en PVC, qui dégagent un gaz qui fait qu'il y a des communes où les gens sont ravitaillés en eau potable, parce que l'eau n'est plus potable. Voilà. Je m'arrêterai là parce que je crois que j'ai dépassé le temps imparti. Je suis sincèrement désolé. Je vous invite plutôt à lire l'avis et vous aurez tous les éléments dedans.